Bonjour et bienvenue dans l'hebdo jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler de Nintendo, de jeux de Go, mais aussi de hack and slash. J'essaye de travailler une petite rime en haut. Et tout de suite c'est El Generico. Voilà, je suis un petit peu fier de ma rime en haut, je vous ne le cache pas. Aujourd'hui, Sébastien, tu nous as rejoint dans l'hebdo jeux vidéo, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je travaille à la télévision. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur, à la télévision. Tu nous as rejoint parce qu'on va parler de hack and slash, mais un peu plus tard dans l'émission, parce que si tu as déjà vu l'émission, tu sais déjà qu'on commence toujours par les news, comme d'habitude, comme toutes les 2 semaines maintenant. Et c'est toi, Emeric, qui va commencer en parlant donc de la GDC. Ouais. Donc cette semaine à San Francisco s'est déroulée la GDC, donc la Game Developers Conference. Alors juste pour rappel, c'est un événement au cours duquel se retrouvent un grand nombre de professionnels du jeu vidéo qui se retrouvent en fait pour, je cite, s'échanger des idées et façonner le futur de leur industrie. Donc on en a déjà un peu parlé dans les news de 101%, donc je ne vais pas revenir dessus de façon complète, mais on sait qu'à cette occasion, on a obtenu plusieurs informations concernant notamment le PlayStation VR et le prix. Donc qui sera à 399 €. Mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé et je voulais en fait plomber cette ambiance, cette bonne ambiance qu'on a réussi à instaurer en ce début d'émission pour montrer directement, tu vois, tu reconnais ou pas Directly. Ouais. Le court-métrage qui a été fait en hommage à Iwata lors de la GDC. Ouais. Donc la vidéo a été réalisée par 4 personnes. Elle retrace la vie donc de l'ancien directeur de Nintendo qui est décédé cet été. Médoc, il y a une vanne ou pas parce que... Une vanne, le clip de Samina Seri. Ok, c'est vrai que oui. On en parlera dans une autre émission, dans l'émission des Indies. On va pas montrer le clip en entier. On voit des extraits, mais on va pas rester entièrement dessus parce que sinon on serait tous déprimés. Il dure assez longtemps. Il dure 3 minutes, mais on peut le retrouver donc en entier sur la chaîne officielle de la GDC. Ouais. Et donc toi, il t'a plu toi C'est très joli, donc j'invite tout le monde à le regarder, mais bon, il faut se préparer un petit peu pas de mauvaise ambiance, mais voilà, un peu de feels, comme on dit. Et concernant la pertinence d'une vidéo comme ça, dans un événement comme la GDC, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, c'est très bien. Ouais. Et c'est vraiment exceptionnel qu'on ait un leader d'industrie là, comme M. Iwata, qui ait eu vraiment un mandat qui ait marqué autant les joueurs, aussi bien que les professionnels, et qui soit autant respecté pour ce qu'il a fait. Et je pense que c'est un exemple pour beaucoup de patrons de société d'arriver à laisser une telle marque. C'est vrai, même si les Nintendo Direct sont évidemment pompés honteusement sur les points sur No Life et le coin des abonnés avant ça, dans lequel le président vient directement s'exprimer, mais c'est de bonne guerre. Mais non, oui, je suis complètement, plus sérieusement, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, c'est quelqu'un qui a énormément marqué. Et après, comme toujours, dans une grande société comme Nintendo, on ne sait pas à quel point le patron au sommet va être vraiment influent sur les décisions, mais le fait de s'impliquer avec les Iwata Ask, d'expliquer vraiment, d'aller voir les choix des ingénieurs en interne, des designers, le fait aussi de garder une certaine ligne éditoriale dans le jeu vidéo, dans son ensemble, contrairement à la pression peut-être d'actionnaires ou de marché. Finalement, c'est ce que ça donne, le respect. Oui, et puis c'est un président de société qui vient de tout en bas. Il a commencé comme développeur, donc c'est fait partie de ces gens qui savent... Légitime. Voilà, c'est ça. On sait vraiment qu'ils savent de quoi ils parlent, que ces personnes savent de quoi ils parlent, vu qu'elles ont commencé en bas. Elles sont légitimes, effectivement. Donc je trouve ça très très bien et très agréable de voir ce genre de vidéo à la GDC, dans un événement comme la GDC. Voilà, donc bon, c'était pour la petite parenthèse un petit peu déprime. Désolé. Il fallait qu'on passe par là. Non, mais c'est bien, c'est important. C'est important, effectivement. Et toi, Mehdi, tu vas nous parler de toute autre chose. D'espoir, du coup. D'espoir. Pour certains, en tout cas. Donc cette semaine, je vais parler du move récent de Microsoft et de la réponse de Sony. Ouais. Et par move, j'entends Chris Carla, donc le directeur d'ID at Xbox. Oui. Et qui a fait sa déclaration sur le blog Xbox. Il dit en gros que désormais la technologie est installée pour accueillir le cross-platform play entre les Xbox One, les PC qui tournent sous Windows 10 et éventuellement d'autres bécanes qui seraient connectées.
Alors, cross-platform play, on entend Tu joues à un jeu sur Xbox One contre des gens le jeu en ligne entre différentes Exactement. plateformes. Ouais. Même les FPS. Écoute, Ça, c'est ouais. pourquoi pas. Mais je vais pas refaire cette news dans la mesure où Emeric en a déjà parlé sur la chaîne cette semaine. Juste depuis, donc Sony s'est exprimé sur la question de est-ce que les gens du PSN, très concrète, est-ce que les gens du PSN et du Xbox Live pourront un jour former une grande famille. Voilà. Sony a répondu donc qu'il serait content de discuter cross-platform play avec n'importe quel éditeur ou développeur qu'il souhaiterait, mais non sans rappeler que eux, bon, voilà, ça fait quand même Zion qui donne dans cet exercice, notamment à travers FF11, qui laissait les joueurs PC et PS2 à l'époque, online sur la PS2 à l'époque, il les laissait jouer ensemble, ou plus récemment Rocket League, avec lequel on illustre d'ailleurs cette news, parce qu'il est sorti récemment sur Xbox One. Et typiquement Rocket League sur PS4 et PC, les gens peuvent s'affronter. Voilà. C'est que là actuellement, le jeu est dans une situation où sur PC et PS4 tu peux jouer ensemble, mais Xbox One tu te retrouves tout seul. Enfin, tu te retrouves uniquement avec le Xbox Live pour jouer. C'est un peu triste. Est-ce que Roméo et Juliette pourront... Mais c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Bah alors, mais justement, dans cette déclaration de Sony, on voit bien que Sony prend bien soin de ne pas dire constructeur quand il dit on est prêt à parler avec des développeurs ou des éditeurs, il n'y a pas de problème, ni même de répondre directement en disant oui, pourquoi pas envisager un rapprochement PSN Xbox Live, parce que les mots sont importants dans ces configs aux enjeux massifs. On rappelle que c'est quand même la guerre des consoles. Et même Microsoft et Chris Carla, dans leur déclaration, citent pas PlayStation. Ils disent juste, bon ben voilà, d'autres networks, jeux vidéo, oui, ouais, pourquoi pas. Voilà, d'autres réseaux. Donc moi j'aime bien, parce qu'il y a quand même une petite dimension, je te courtise un petit peu, bon voilà, je dis pas, je sais pas. Et je trouve ça aussi bon esprit de la part d'Xbox. Et c'est pas la première fois qu'ils tentent un move de let's get along, allez, on a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, il l'avait fait à l'occasion, si je dis pas de bêtises, c'était l'E3 2014, où il disait bon, on est tous des joueurs, on a tous la même passion. Voilà. Et jusqu'à maintenant, Sony s'était contenté limite de troller un petit peu tous ces moves-là. Ouais. Bon, là, ils envisagent, au moins ils envisagent. Honnêtement, moi je pense que ça serait cool quand même que ça se passe, que tout le monde puisse, voilà, que PSN ou Xbox Live ou PC, tout le monde puisse jouer ensemble. Je pense que les gens vont vite s'en rendre compte, ne serait-ce que pour Rocket League sur Xbox One, justement. Parce que si tu dois jouer qu'avec des gens qui ont la console, bon ben voilà, tu te fais tout le temps des 2 contre 2. Donc du coup, en fait, ils sont pas un peu forcés, du coup, Microsoft, sur cette génération, parce qu'avant, évidemment, Xbox Live, c'était le roi du réseau, mais... Évidemment qu'il y a un paramètre important, c'est le parc installé. Enfin, je veux dire, un attrait du jeu en ligne, c'est t'as envie de jouer en ligne quand tu sais qu'il y a d'autres gens avec qui tu vas pouvoir jouer. Et donc, plus il y a de gens, plus tu as de chances de tomber, d'être bien dans ton matchmaking, quoi. Donc, en fait, peut-être que là, sur Rocket League, comme PS4 s'était ouvert à PC avant, si tu t'ouvres à PC, tu t'ouvres forcément à PS4 aussi. C'est compliqué, là. Techniquement, d'après ce que disait Chris Carla, techniquement, c'est limite déjà installé. Il disait que le groundwork, il était effectué. C'est-à-dire le plus dur du travail, quoi. On a creusé les tranchées, on a mis les câbles, reste plus qu'à plugger. Si t'imagines un triangle entre PS4 360 et ordinateur, PC, Xbox One, pardon, évidemment. On peut imaginer pour l'instant, ce qui est possible, c'est deux traits du triangle qui vont de la PS4 et de la Xbox One vers le PC, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui reste comme question, c'est entre la PS4 et la Xbox One. C'est-à-dire que tu peux très bien imaginer que en fait, les rois du monde, c'est les joueurs sur PC qui profitent à la fois de... Voilà. Mais... je suis d'accord avec ça. Mais tu peux aussi voir ça comme... C'est ce troisième trait, c'est le fait de lier tout, c'est que ces deux constructeurs... forcément un peu ennemis. On parle pas de la Wii U depuis tout à l'heure, c'est très déstabilisant, mais c'est aussi une donnée. Puissent se rassembler et dire allez maintenant Xbox Live, PlayStation Network, on essaie de se rassembler aussi pour du jeu en ligne. Bien sûr, mais ton idée de triangle, c'est vrai qu'elle est bien, mais tu peux aussi envisager comme, alors il y a PC, mais il y a aussi la config threesome, mais avec PS4 et Xbox One, pas d'eye contact. Oui. Alors que non, finalement, peut-être tu vas prendre plus de plaisir. Finalement, tu peux découvrir, c'est ça. Voilà, c'est donc, faut envisager les gars. Le travail est déjà fait. Effectivement, c'était un message d'espoir. C'était un vrai message d'espoir. Moi, je vais parler d'autre chose complètement aussi. Je ne sais pas si c'est un message d'espoir ou pas. On va d'abord regarder une courte vidéo.
And this is what Thorey from the Google team was talking about. Is this kind of evaluation value? That's a very surprising move. I thought it was a mistake. Voilà, alors on vient de voir Michael Redmond et Chris Garlock très interloqués par un coup fait par AlphaGo, qui est lors de la rencontre entre AlphaGo et Lee Sedol, donc sur le jeu de Go, comme on le voit, qui s'est déroulé récemment. Alors pour rappeler un petit peu, AlphaGo, de son côté, c'est un logiciel joueur de Go qui a été créé par DeepMind. DeepMind, c'est une boîte qui appartient à Google, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et Lee Sedol, le joueur humain qu'on a vu, c'est un champion de Go professionnel. Il est 9e dan professionnel de Go, ce qui est le plus haut rang possible à atteindre. Donc c'est un bonhomme, comme on dit dans le milieu du Go. C'est un bonhomme, il a le titre de bonhomme. Donc il y a AlphaGo et Lee Sedol se sont affrontés récemment, du 9 au 15 mars dernier, à travers 5 rencontres. C'est un match qui s'est fait en 5 matchs. Et là, donc, on a vu un coup. Ce coup-là, on voyait, c'est Michael Redmond qu'on voit essayer de placer, qui plaçait en fait les pierres sur un grand tableau pour faire suivre la partie en même temps, qui lui aussi est un grand joueur de Go. Il comprend pas ce qui vient de se passer. Il comprend pas ce qui vient de se passer. Il pense au début à une erreur. D'abord, j'imagine que lui, il doit se dire j'ai mal vu sur mon écran de retour à moi. En fait, c'est là qu'il devait avoir posé la pierre sur une intersection, voisine. Ensuite, il se dit peut-être que c'est une erreur de la personne qui posait les pierres en suivant les instructions de la machine. Et il se rend compte que non, finalement, c'est bien ce qui avait été joué. C'est un coup qui était très surprenant et qui montre à la fois les progrès qu'on fait en intelligence artificielle, évidemment, parce que ça a surpris tout le monde ce coup-là, y compris Lee Sedol, qui est allé s'isoler dans une pièce voisine pendant quelques minutes. Suite à ce coup, il l'a vu, il n'a pas compris, il est parti, il est allé sûrement boire un petit peu d'eau, se rafraîchir, il est revenu, il a réattendu plusieurs minutes avant de jouer. Voilà. Et ça montre aussi la richesse du jeu de Go qu'on est encore en train de découvrir, en fait. Que l'humain est encore en train de découvrir, et beaucoup de professionnels, d'experts ont dit là, en fait, AlphaGo, cette incursion de l'intelligence artificielle dans le Go, nous apprend des choses sur le Go. On va progresser grâce à ça, elle nous montre le jeu comme on ne le connaissait pas vraiment. Alors c'est un peu cryptique pour les gens qui ne connaissent pas le Go, mais c'est le cas. Et je trouve ça absolument, absolument passionnant. Il faut savoir que ces vidéos-là, tous les matchs, que d'ailleurs la rencontre a été perdue par Lee Sedol, par le champion, elle a été perdue 4-1. C'est-à-dire qu'il a réussi à gagner un match tout de même. L'intégralité de cette rencontre est disponible sur YouTube, sur la chaîne de DeepMind. Et ça peut être suivi même si on ne connaît pas bien les règles du Go. C'est très didactique, les deux commentateurs montrent bien les enjeux de chaque coup, tout ça, c'est assez intéressant. Chaque rencontre dure au moins 5 heures, donc je ne dis pas forcément de se mater tout d'un coup, mais regardez un petit peu, c'est intéressant. Il faut savoir aussi. Ce qui est fou, c'est que AlphaGo avait échoué contre le champion d'Europe il y a quelques mois. Et donc, en quelques mois, c'est ça. On a eu un level up, mais d'une force. Qui est assez, là, il partait perdant, le programme. C'est ça, parce qu'en fait, oui, le jeu de Go, ça a longtemps été considéré. On en parlait ici même avec Jean-Noël Vito, pour le General Game Playing, donc tout ce qui était intelligence artificielle, il disait bien que le jeu de Go, c'était un des jeux de ce genre-là, de plateau, qui résistait le plus aux intelligences artificielles jusqu'ici. Et d'ailleurs, DeepMind, c'est pas la société qui a fait l'intelligence artificielle pour les échecs la plus connue? Non, ça c'était Deep Blue. C'était l'ordinateur de Deep Blue. C'était une époque à laquelle Google n'existait pas encore. Donc, mais oui, je pense, c'est très possible que ce soit une référence. Ça va bien ou pas en fait. C'est possible qu'il y ait une référence dans le titre, je sais pas. Mais Deep, c'est aussi peut-être parce qu'on parle de Deep Learning, qui est un des grands enjeux actuels de l'intelligence artificielle. Conférer la faute à l'algo, disponible sur Noco. Effectivement, tout ça se recoupe, c'est magnifique. Mais tu sais comment AlphaGo s'entraîne en fait? En jouant contre lui-même un nombre incalculable de fois en permanence. C'est pour ça qu'en l'espace de quelques mois, c'est... Si je me plante pas, là je peux me planter, mais je crois que c'est justement dans ces quelques mois correspondent au moment où ils ont implémenté ces fonctions entre guillemets de deep learning, ou dans lesquelles il y a eu des gros breakthroughs entre guillemets, qui font que là maintenant ça avance, mais très très vite, beaucoup plus vite. Voilà. Par opposition, je crois on appelle ça les machines ou les systèmes de Monte Carlo.
ce qui désigne ces IA qui doivent jouer sur plusieurs probabilités, des trucs comme ça. Ça, c'est un domaine dans lequel je suis moins expert, donc je ne m'avancerai pas. C'est très compliqué. C'est compliqué. Mais ça reste passionnant. C'est passionnant, et si j'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que, déjà le Go c'est cool, mais c'est aussi parce qu'un des prochains objectifs probables de DeepMind, ce serait StarCraft. StarCraft 2 en l'occurrence, vu que c'est le jeu qui est c'est le dernier épisode de la série. Mais donc voilà, l'intelligence artificielle pourrait s'attaquer à du jeu vidéo comme ça, du jeu de stratégie en temps réel. Non, les sports, non. C'est ça, mais c'est... Mais oui, tu sais que Flash, le bon de joie, le grand maître de StarCraft 1, du coup, a déclaré là-dessus que lui, il partait plutôt sur une victoire de l'humain, parce que dans StarCraft, contrairement au Go, on n'a pas une vision totale du plateau, c'est-à-dire de la carte. Ouais. Et donc, on doit faire confiance à une certaine intuition. Alors, on veut bien le croire, parce que c'est Flash quand même. C'est un monstre sacré. Mais voilà, jusqu'à quand ? Oui, et puis d'autant que l'intuition, tu peux la paramétrer. Enfin, le fog of war, ça peut être un paramètre et que tu peux essayer de calculer. Enfin, je veux dire, il y a des scientifiques Et qui puis l'intuition, c'est très bien quand ça marche, c'est très nul quand ça marche pas. c'est Enfin, voilà, c'est à double tranchant. Comment un humain peut rivaliser quand il y a deux actions qui se passent à deux endroits de la map différentes et que tu dois réagir en fonction des unités qui sont Les joueurs de visibles. StarCraft sont déjà des machines. C'est que ils arrivent très bien à gérer 2, 3, 4 choses en même temps. On parle encore d'APM, oui, ça fait... complètement, ouais. Mais de base, une machine, elle en a beaucoup plus qu'un humain. C'est pour ça que ce sera pas juste à un moment, tu vois, effectivement. Mais les APM, c'est important jusqu'à un point. APM, ça va peut-être pour ceux qui... APM, c'est les actions par minute. Donc les grands champions montent à des centaines d'actions par minute. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de jouer du piano sur leur clavier avec les souris, les macros, les hotkeys pour revenir aller voir, vérifier un truc. Mais effectivement, une machine, elle, n'étant pas limitée par ça, on peut admettre qu'elle va pouvoir effectuer un micromanagement des unités parfait et effectuer des manœuvres mieux que l'homme. Mais alors voilà, il n'y a pas que la micro dans StarCraft, il y a aussi le jeu global. Donc c'est sur ces deux points qu'il va y avoir affrontement. Et même dans la micro-gestion ou n'importe quelle gestion, il y a effectivement la vitesse, mais c'est la prise de décision qui est très importante. Et c'est là-dessus actuellement que... Tu parlais d'intuition, tout ça, c'est là-dessus que l'intelligence artificielle peut lutter. Dans le match de Go là, qui s'est déroulé, on peut se dire c'est une machine, elle joue tout de suite. Non. Chaque coup, c'était plusieurs minutes de réflexion. La machine qui passait tout, qui jouait contre elle éventuellement, qui faisait ses probas, qui disait si je joue ça, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, non, mais c'est ça. Si je joue ça, on peut supposer qu'il va jouer ça, soit ça. Et d'ailleurs, elle n'avait pas bloqué à un moment la partie que le joueur a gagné. Il n'y a pas eu un move sur lequel la machine a un petit peu bloqué ? Effectivement, oui, c'est passé l'inverse. C'est-à-dire que c'est Lee Sedol qui a réussi à bloquer la machine, bloquer un petit peu AlphaGo. C'est vrai. C'est dans un autre endroit du coup. Mais sûrement dans une machine virtuelle. C'est un peu recroquevillé sur elle-même. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Moi, je trouve ça plutôt enthousiasmant. On verra ça. En attendant, on va revenir un peu au sujet de la plus grande partie de cette émission, qui est donc le hack and slash. Et on va commencer en regardant la critique de Grim Dawn, si vous le voulez bien. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Critique de Grim Dawn, pardon. À sa sortie en 2006, Titan Quest fut pour beaucoup de joueurs un palliatif salvateur et nécessaire à Diablo, dont le 3e épisode se faisait toujours désespérément attendre, 5 ans après le second et son extension Lord of Destruction. Un palliatif largement assez convaincant pour faire l'affaire et rendre accro, un peu comme le Bref, c'était une période de vache maigre pour le hack and slash, et avec Titan Quest, Iron Lore avait réussi à la rendre un peu plus douce. Et aujourd'hui, alors que Diablo 3 commence à accuser ses 4 ans, c'est avec Grim Dawn que Crate Entertainment, né des restes d'Iron Lore, entend nous proposer un nouveau palliatif aux mêmes addictions. Pour autant, la situation n'est pas tout à fait similaire à celle de 2006. Aujourd'hui, il y a Path of Exile. Aujourd'hui, il y a Marvel Heroes et tous les autres jeux de genre variés qui empruntent sans complexe les mécaniques fondatrices du hack and slash moderne. Alors, plutôt que comme un palliatif, Grim Dawn doit convaincre en tant qu'alternative. Le hack and slash, on le sait, est affaire d'aléatoire. Des affixes de l'équipement que le genre nous distribue largement, aux hordes d'ennemis qu'il nous oppose, en passant par les lieux qu'il nous fait visiter, tout y est gouverné par une sorte de hasard sous influence. Et pourtant, Grim Dawn nous présente un monde absolument fixe.
En cela, il s'éloigne de l'écrasante majorité de ses semblables, mais se calque sur son prédécesseur spirituel, Titan Quest. Les différentes zones qui composent sa grande carte générale sont gravées dans le code et ne bougeront pas d'une partie à l'autre. Ce choix engagé, Crate Entertainment le tire peut-être de sa volonté manifeste de nous présenter un univers et une histoire dense. Le texte tient un rôle assez important dans Grim Dawn, qui prend place dans les ruines d'un monde ravagé par l'avènement de 2 races venues d'ailleurs. Il est assez dommage d'y croiser des personnages peu charismatiques dans des décors très génériques, car l'ambition narrative est manifestement là. On peut notamment la constater dans les différents choix de dialogue aux conséquences concrètes qui parsèment les nombreuses quêtes du jeu. Sans aller jusqu'à nous proposer un alignement et tout ce qui va avec, Grim Dawn est peut-être le plus RPG des hack and slash quand il nous laisse maître de la destinée de certains de ses personnages ou de la résolution de certaines de ses quêtes. Ce principe trouve peut-être son exemple le plus probant dans la présence de différentes factions, chez lesquelles on pourra gagner de l'influence pour débloquer différents objets à l'achat, ou au contraire en perdre et s'attirer des ennuis en l'espèce d'ennemis rares plus nombreux. Mais le côté RPG de Grim Dawn ne s'arrête pas à ça, et se perçoit aussi dans son orientation solo. Car si l'on peut évidemment y former des groupes en ligne comme dans la plupart de ses homologues, aucun système d'invitation ou de formation d'équipe à la volée n'y est proposé, pas plus qu'un chat général de discussion ou de commerce. En résulte une expérience peut-être un peu moins sociale que chez Path of Exile par exemple, mais aussi des taux de drop beaucoup plus généreux, qui rendent le progrès en solitaire très fluide et plaisant, sans tomber dans les excès de Diablo 3. Enfin, Grim Dawn se rapproche également du RPG classique quand il propose une aventure principale en 4 actes assez longue pour du hack and slash. Là aussi on y reconnaît facilement un successeur de Titan Quest, avec tout ce que ça implique de bon et de moins bon côté. Il est évidemment plaisant de se voir proposer beaucoup de contenu, mais en l'occurrence il faut replacer ce contenu dans le contexte du hack and slash et de ses gimmicks. Grim Dawn, comme tous ses semblables, est conçu pour se jouer de nombreuses fois d'un bout à l'autre. Parce qu'on y débloque successivement plusieurs niveaux de difficulté à parcourir avec le même personnage déjà, et le mode Ultimate constitue d'ailleurs ici quasiment tout le contenu endgame, mais on le refera aussi plusieurs fois pour y tester tout un tas de configurations de personnages différentes. Des builds, puisque c'est comme ça qu'on dit. Et c'est souvent à la manière qu'il a de les aborder qu'un hack and slash joue sa vie. En l'occurrence, Grim Dawn a choisi d'empiler des systèmes indépendamment simples pour créer un système général complexe. Tout part d'un choix entre 6 classes qui correspondent à des archétypes très classiques. Crate a choisi de les appeler Soldier, Demolitionist, Nightblade ou Arcanist, mais elles auraient tout aussi bien pu se nommer Barbare, Archer, Assassin et Mage. Chacune avance son arbre de compétences dédié et pas très grand, qui permet d'investir des points dans différentes capacités actives et passives débloquées au fur et à mesure de la progression dans les niveaux de classe générale. Ça se complique déjà un peu quand on accède à un job secondaire facultatif qui permet de varier les plaisirs et qui deviendra surtout quasiment obligatoire à terme, ne serait-ce que pour les statistiques bonus qu'il peut apporter. Puis interviennent les points de dévotion, disponibles en quantité limitée et récupérés sur les différents hôtels disséminés dans le monde du jeu. Ceux-ci se dépensent dans un autre arbre de compétences dédié et commun à toutes les classes. On y débloquera principalement des augmentations de stats, mais aussi certaines compétences spéciales qui s'attachent à un skill principal et peuvent se déclencher lors de son utilisation. Ces 2 skill trees et demi à explorer en parallèle suffisent déjà largement à offrir beaucoup de liberté dans la création de personnages, et on apprécie d'ailleurs vraiment de pouvoir redistribuer ces points assez facilement. Pour autant, Grim Dawn ne s'arrête pas là, et propose également beaucoup de choses intéressantes en termes de personnalisation d'objets. Répartis en 5 niveaux de rareté, auxquels il faut ajouter un système de sets similaire à celui des Diablo, et en 14 types différents, l'équipement peut être modifié de nombreuses manières. Les composants, par exemple, peuvent y être liés pour apporter différents bonus, en sachant qu'ils sont tous divisés en plusieurs parties, qu'il vaut évidemment mieux rassembler pour augmenter leur efficacité. Suivant un principe similaire, on pourra également enchanter certaines pièces d'équipement grâce à d'autres matériaux spéciaux, là encore pour accéder à différents types de bonus. Le tout est évidemment gouverné par le système d'affixes aléatoires commun à tous les jeux du genre, et la quête de l'objet ultime est donc tout aussi réjouissante et infinie dans Grim Dawn qu'ailleurs. D'autant qu'ici, presque tout peut apporter de nouvelles compétences actives ou passives. Loin d'être limitées au skill tree, elles peuvent être tirées d'un équipement, d'un composant ou encore d'un set. Et en partant d'un arbre de compétences assez réduit à première vue, on finit par jongler avec un nombre de possibilités impressionnant parmi lesquelles on trouvera autant de solutions viables que de risques de se planter complètement. Et tout ça rend donc Grim Dawn aussi réjouissant pour un public féru de hack and slash qu'il peut être menaçant pour les néophytes. Et ce ne sont pas ces très nombreuses sources de dégâts différentes, ou la gestion de leur localisation et ses conséquences, qui y changeront quoi que ce soit, ni malheureusement son ergonomie assez douteuse. Toutefois, il est important de noter que, dans la plupart des cas, ces différents systèmes et leurs nombreuses interactions sont amenés de manière très pédagogique par Grim Dawn, qui se retrouve finalement perdu quelque part entre un Path of Exile et un Diablo 3. En termes d'accessibilité donc, mais pas que. On y retrouve également à la fois un peu de l'ambiance déprimante et de la prise en main assez austère du premier, et du feeling de jeu très plaisant du second.
L'ambiance, elle est véhiculée par le scénario et le monde complètement désespéré dans lequel on progresse, et par une bande originale assez originale et très réussie également. Le feeling, lui, a davantage à voir avec le moteur de jeu hérité de Titan Quest, qui fait des merveilles malgré son grand âge, notamment en termes de gestion de physique et de retour. On note d'ailleurs que, contrairement à la norme, la caméra de Grim Dawn peut tourner autour de l'action. Et le jeu en profite pour utiliser beaucoup de passages secrets non répertoriés sur la map, certains étant dissimulés derrière un des nombreux éléments de décor destructibles. C'est peut-être de l'ordre du détail, à l'échelle de toutes les riches mécaniques de Grim Dawn, mais c'est aussi en faisant ce genre d'effort ludique que le jeu peut séduire un public un peu moins rompu aux règles sévères du hack and slash. La situation a beau avoir beaucoup changé depuis 2006, certaines choses sont restées les mêmes. La pertinence des choix effectués par le studio Iron Lore, devenu Crate, ainsi que le soin apporté à son travail, par exemple, n'a pas bougé. Et quand Titan Quest était un palliatif de fait, Grim Dawn s'impose aujourd'hui sans aucun problème comme une alternative on ne peut plus sérieuse. Il le fait donc en lorgnant du côté du RPG traditionnel et en empilant les couches de système de jeu pour créer une formule à la fois riche et très souple dans les choix qu'elle offre aux joueurs. Une formule assez complexe aussi. Mais, à l'heure où le hack and slash se porte plutôt bien et se dilue un peu partout, il est on ne peut plus pertinent et rassurant de voir certains jeux tenter de l'approfondir. Voilà Grim Dawn, un jeu qui a été attendu assez longtemps, qui était en accès anticipé, en développement pendant 7 ans. On en a parlé dans le FAQ, effectivement. C'était à la base, c'était un gars c'était le projet d'une personne qui a galéré. Et 7 ans, c'est long quand même. 7 ans, c'est long. Bon, à l'échelle de FF15, c'est très court, mais c'est quand même une longue période. On est content de le voir sortir et donc, comme je le dis dans la critique, en tout cas à titre personnel, moi je le trouve très 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 agréable ce jeu. Donc voilà, on va parler de hack and slash parce que c'est un jeu qui appartient au genre du hack and slash. On va commencer par essayer de définir, et vous voyez que je fais une petite grimace parce que définir le genre du hack and slash, ça peut être compliqué parce que il fait partie de ces genres hérités du RPG, tirés du RPG, et c'est une zone floue, c'est une zone terriblement floue. Si on devait parler des origines du hack and slash pour commencer, pour essayer de voir d'où ça vient, avant de voir ce que c'est et ce que ça n'est pas, tu ferais remonter ça à quoi, toi, Seb ? Alors, hack and slash. Donc, hack, c'est l'action de fendre l'air avec sa hache et même de casser quelque chose, donc généralement de briser une porte pour accéder à quelque chose derrière. Et slash, là, on fend l'air, mais pour tuer un monstre. Donc, on est vraiment sur de l'exploration, on appelle ça porte-monstre-trésor en français. Voilà, il y a une traduction officielle, parce qu'il y a la partie effectivement butin derrière qui est importante. C'est un genre de jeu qui était souvent catégorisé dans les actions-aventures, comme d'ailleurs d'autres jeux comme Zelda par exemple, un petit peu derrière. Mais pour revenir encore une fois aux origines, voilà, c'est ça. Ça vient de Donjons et Dragons. Jeu de rôle papier, effectivement, où pour la première fois on disait voilà, vous êtes un groupe d'aventuriers, vous êtes devant une cave mystérieuse où du butin se terre peut-être à l'intérieur. Parce que ça remonte à Alibaba presque. Un petit peu, sauf que Alibaba. Tu étais cette personne qui était devant la caverne. Et donc en termes de jeu, on échoue toute la partie scénario. Il suffit de voir Diablo 3, effectivement, qui n'est pas vraiment très très poussé là-dessus, pour se concentrer vraiment sur la partie, d'une part combat, et d'autre part progression de son personnage, à la fois via du butin, mais aussi des statistiques, de l'expérience, des prises de niveau. Mais du coup, en termes d'origine, dans le jeu vidéo, le premier jeu, ce serait, Rogue. On dirait Rogue, voilà, mais qui est en fait on appelle ça le roguelike maintenant, parce que c'est devenu, mais le Rogue est à la fois considéré comme le précurseur du RPG aussi, de plein de choses, de tout ce qui touche un petit peu à tout ça. Oui, c'est pas exactement ça. Donc Rogue, c'est les années 80, c'est 1980, donc ça fait... un certain nombre, on va pas calculer, ça va déprimer tout. Donc il y a eu des roguelites que donc les... il y a eu les NetHack, les Moria Hangman, Atom, tout ça. Et effectivement, après, en termes de jeux sur ordinateur, c'est vraiment Diablo qui a amené une partie des concepts du roguelike au grand public. Par exemple, il y a eu, en 2008, à Berlin, il y a eu la International Roguelike Conference, où des gens se sont réunis pour très sérieusement définir le roguelike. Le roguelike, donc c'est un jeu qui est solo. Déjà, on voit que Diablo, on n'est plus du tout là-dedans. Il y a des ressources de nourriture, c'est un jeu punitif, ça doit être dur, ça doit être méchant.
Et il y a une mort permanente, voilà, permanente, ouais. définitive. Donc c'est super restrictif là-dedans, mais on retrouve des aspects dedans, dans Diablo. C'est le jeu vraiment qui a amené la mort définitive au grand public, avec le mode extrême, hardcore, Oui, extrême, ouais. en anglais. Et vraiment, avec Diablo, qui a été un immense succès mondial, Diablo, on était fin 96 pour la sortie en décembre. Il y a eu, bien sûr, les Diablo 2, puis 3, mais aussi un paquet d'autres jeux qui ont vu le jour. Oui, c'est ça. Mais alors, donc, pour dire un peu voilà, ce qu'amène Diablo et ce que fait Diablo du hack and slash, c'est pour ça on a parlé longtemps de Diablo-like. Alors, la dernière fois, vous m'avez dit Zelda-like, on dit pas tout ça. Bon, je vais recommencer, je vais dire qu'on dit Diablo-like, il me semble que ça se dit. Like, d'abord. Diablo semblable. Diablo semblable. Donc, ce que Diablo amène, en gros, les grandes lignes de Diablo, c'est donc tu contrôles un personnage, tu n'en contrôles qu'un, tu ne contrôles pas une équipe de personnages, qui affrontent en temps réel des hordes d'ennemis. Alors, les hordes d'ennemis de Diablo à l'époque n'étaient pas. Des packs de monstres Font partie des caractéristiques un petit peu de ce genre-là. Tu les affrontes, encore une fois, en temps réel. Le côté action est assez important parce que c'est pour ça qu'aux États-Unis, on entend souvent parler de action RPG. C'est le cas, même encore aujourd'hui, des hack and slash sont présentés comme des action RPG. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une certaine... il amène aussi le loot, une gestion du loot avec... faire évoluer son personnage. Voilà, par le butin, oui, c'est ce que tu disais, avec plusieurs niveaux de rareté. Et puis ce petit aspect qui était présent dans Diablo, qui n'est pas présent dans tous les hack and slash, de l'aléatoire. De l'aléatoire. Carte aléatoire, c'est-à-dire une rejouabilité incroyable pour les jeux. C'était quand même une petite révolution à l'époque. Ça veut dire qu'on pouvait aller faire une virée du coup avec des copains parce qu'on était en multi, mais qu'on savait pas, on savait jamais ce qui nous attendait vraiment. Et le principe, j'ai une question, le principe d'élite, tu croises des ennemis avec des noms mais en couleur et tout. Mais en fait, ça c'est le principe de rareté des objets appliqués aux ennemis. C'est pour ça que j'en parle. C'est venu en même temps. En fait, pour dans moi, Diablo 1, t'avais le boss Diablo, t'avais d'autres boss, t'avais le roi squelette, Léoric déjà, et le boucher. Ouais. Et dans Diablo 2, c'est là qu'on a eu ce côté aléatoire des packs de monstres avec un boss. Effectivement, et avec des affixes eux aussi aléatoires, préfixes, suffixes, affixes. C'est-à-dire que tu vas avoir un monstre qui est multishot et enchanté éclair, et là t'as peur normalement. C'est-à-dire que les affixes, en fait, c'est des préfixes ou des suffixes en fait, qui s'ajoutent au nom d'un objet ou d'un monstre. Oui. Et qui vont conditionner les capacités qu'il a. C'est-à-dire que, un anneau sacré du zodiaque en obsidienne, une armure sainte de la baleine, des choses comme ça. Et en fait, quand on connaît bien un jeu, la plupart des hack and slash utilisent ce principe d'affixe. Quand on connaît bien le jeu, normalement, en voyant le nom de l'objet, on connaît un certain nombre de ses caractéristiques. Il y a une affinité avec l'eau, le feu, par exemple, des choses comme ça. C'est ça. Okay. Par exemple, tu sais que dans Diablo 1, une épée cruelle va faire plus mal qu'une épée sans merci. Parce que cruel, c'est au-dessus de son merci. Alors ça, oui, sûrement, mais c'est que tu as aussi, ça c'est le type d'objet, mais c'est pas forcément un affixe. Les affixes, ça va être par exemple épée cruelle de glace. Oui, mais alors tu as préfixe et suffixe. Les deux comptes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, ça peut être très compliqué, mais en réalité, c'est simple. Un affixe, c'est des lignes qui vont donner des capacités à un objet ou un ennemi. Donc. Et Diablo 2, et encore plus avec son extension Lord of Destruction, a rendu ces affixes-là extrêmement importants. Et a introduit le concept d'objet unique. D'objet unique, voilà. Qui, pour le coup, eux, n'ont pas ces affixes-là. Enfin, ils ont des affixes comme ça prédéterminés. Au lieu d'avoir des pouvoirs uniques. Avec des pouvoirs uniques, comme leur nom l'indique finalement assez bien. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point commun de la plupart des hack and slash. De l'action en temps réel, beaucoup d'ennemis, du loot et une certaine dimension de création de perso, de build. Et effectivement, la série Diablo a été extrêmement importante parce que, qu'on soit fan ou pas de Blizzard, on doit reconnaître, même si le premier Diablo était développé par une équipe externe qui a intégré Blizzard en cours de développement, mine de rien, les Diablo, de par leur portée grand public, a contribué à poser vraiment des jalons dans le développement du hack and slash en tant que genre de jeu. Oui. Et c'est pour ça que, en fait, si on regarde Diablo 1, 96, Diablo 2, 2000,
Diablo 3 2012. Il y a un espèce de creux là. Il y a un grand creux, effectivement. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a eu Lord of Destruction en 2001. Donc, c'est un creux un tout petit peu moins grand que... Parce que Lord of Destruction est vraiment... donc, c'est l'extension de Diablo 2. Quand on parle de Diablo 2 aujourd'hui, la plupart des gens font référence en réalité à Lord of Destruction. C'est une extension qui est extrêmement importante, qui a vraiment modifié en profondeur la manière qu'on a eu d'aborder Diablo 2, comme on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais comme a pu le faire Reaper of Souls sur Diablo 3. Et effectivement, il y a donc dans les jalons du hack and slash, il y a Diablo 2, Diablo 3, et comme tu le dis, Diablo 2, Diablo 3. Il y a eu une période extrêmement longue on appelle ça la grande glaciation dans le milieu. Voilà, c'est une période pendant laquelle la question pour tout le monde venait, je fais quoi maintenant Déjà, on jouait à Diablo 2 quand même, mais en 800-600, au bout d'un moment, c'est difficile. Il y a eu d'autres jeux quand même. Il y a eu d'autres jeux, il y a eu quelques autres jeux, mais avant ça, je voudrais juste préciser que tu dis on jouait à Diablo 2, on y joue toujours. Peut-être pas ici, mais je serais capable. Mais c'est un jeu qui est encore alimenté. C'est ce côté aléatoire et tout ça qui fait qu'en fait, il n'y a jamais de fin à ces jeux-là. Ouais. Tu as toujours un but en plus potentiel. Un nouveau perso à tester, un ennemi potentiellement plus fort, un objet potentiellement meilleur. Parce que si tu rentres pas dans du hack, on parlera de ça tout à l'heure, Mehdi, tu connais ça très bien sur Diablo 3. Avec ses amis hackers venus de l'Est sur PS4, si tu rentres pas dans ce genre de procédé, a priori l'objet parfait il n'existe pas. À la fois tu le vois très bien, mais il n'existe pas quoi. Enfin, tu peux toujours imaginer mieux pour tel build ou tel autre build. Donc c'est ce qui fait que c'est un genre potentiellement infini. Et c'est pour ça que quand on dit quand on dit un hack and slash, on pourrait considérer qu'on le finit quand on a fini le scénario, mais non, en fait on le commence. Commencer le scénario, c'est commencer le jeu. Et ça me fait penser que finir le scénario, c'est commencer le jeu, parce qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est récurrent dans le hack and slash, c'est la difficulté. C'est le niveau de difficulté qui te pousse généralement à refaire un jeu plusieurs fois. Tu le fais d'abord en normal, ensuite, alors dans Diablo, je sais plus ce que c'est, cauchemar, enfer, tout ça. Diablo 3, encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, mais sépare un peu de ça. Voilà. C'était dans quel niveau de difficulté que tu avais la permadesse déjà ? C'est parallèle la permanence, c'est un mode que tu actives à part. Et tu coches à la création du perso. C'est ça. Tu choisis à l'avance si ton personnage va être dans une ligue, on appelle ça une ligue, normale, c'est-à-dire qu'il peut mourir autant de fois qu'il veut, ou hardcore. Et là. Et vous avez déjà perdu des persos comme ça ? Oui. Et Kevin, il en perd régulièrement, mais heureusement, il leur donne des noms rigolos. Pas tant que ça. Du coup, ça atténue. J'en perds régulièrement, effectivement. Mais ils restent dans ton cœur. Ils restent tous. Dans mon cœur, j'ai un nombre de slots illimité pour la création de personnages, pas comme certains jeux. T'as pas envoyé des mails larmoyants, s'il vous plaît, vous pas Non, je me suis déjà un petit peu épanché sur Twitter après des séances de grande tristesse. Tu fais un petit mausolée, tu vois, tu fais un truc. C'est ça. Donc voilà pour les caractéristiques à peu près du hack and slash. Qu'est-ce qui ressemble au hack and slash et qui n'en est pas maintenant ? Il y a plein de genres. On peut se poser la question parfois pour du MMO qui utilise un petit peu les mêmes mécaniques. Les MMO. Tout ce qui utilise un petit peu les mécaniques communes qui viennent toutes de Rogue à la base, de Porte-Monstre Trésor. T'as ça dans le MMO, t'as ça dans plein de RPG. Et ne serait-ce que là, en ce moment, je suis sur The Division. Le loot, c'est complètement. Le loot et sa gestion derrière, c'est complètement en l'occurrence du Diablo 3, c'est-à-dire avec cette possibilité d'influer sur les affixes, justement, et de changer. Ouais, bien sûr, tu as un item, il y a cette stat qui te plaît pas parce qu'elle te donne plus en pistolet mitrailleur, mais toi, tu es plus carabine. Bon, tu peux faire un style de jet, exactement le même principe que l'Enchantress dans Diablo 3. Mais c'est effectivement, donc on en reparlera aussi un petit peu plus tard, c'est que là, on est dans une situation actuellement où, comme le RPG avant lui et plein d'autres genres, le hack and slash, dans ses mécaniques les plus profondes, est en train de se diluer un peu partout. Parce que tu prends votre définition, la définition qu'on vient de faire du hack and slash, Darkest Dungeon, tu lui rajouterais juste un combat en temps réel et ça rentre complètement. Darkest Dungeon, il manque
pas contrôles mal une de équipe, choses. non quand même. Tu Tu contrôles une équipe, mais c'est pas en mais temps bon, réel, il n'y a pas vraiment du de loot, loot, il n'y a pas des grappes il y a de du loot. loot. Il y a du loot dans Darkest Dungeon. Ah, il y a du loot, effectivement. Ouais, pardon, c'est vrai. Une exploration Ouais. permanente. Mais bon, C'est- sur ça du- s'éloigne beaucoup du. Mais il y a beaucoup- Mais sur du tour par tour, Ça effectivement. fait donc. partie, voilà, non, mais mais c'est ça ça, fait c'est partie de pas ces tout. genres, voilà, de ces jeux qui ressemblent parce qu'ils viennent du même endroit, tout simplement. Et Et donc, c'est normal aussi que les grands genres de jeux qui ont bercé les enfances de tous les développeurs actuels, on ait envie d'en mettre un petit touche dans son jeu. quoi. Mais tout comme c'est normal que les bonnes idées dans le jeu vidéo, on a envie de les mettre. Hein, et dans tout ce qui est roguelike et tout ce qui est et RPG, t'as des excellentes idées. Donc c'est un petit peu normal de les voir un petit peu se diluer à droite à gauche. mais cela dit, voilà, on peut quand même reconnaître les vrais, entre guillemets, les hack and slash purs et durs. Comme tu dis, il y a eu une période très dure pendant longtemps. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus saine, agréable pour les amateurs. Voilà, on a du choix. Donc, il y a les gros jeux, les Diablo qui sont les plus importants. Il y a aussi d'autres gros jeux. Actuellement, ce sera Path of Exile, Marvel Heroes éventuellement, Grim Dawn. Encore une fois, je pense vraiment que ça peut constituer une vraie alternative. Et il y a aussi eu ces jeux un peu moins connus, qui ont un peu moins marché, les Torchlight, les Darkstone, les Delphine Darkstone Software. de Delphine Software, voilà. Et aussi, par exemple, Van Helsing qui est sorti il y a quelques temps. On va regarder une petite vidéo de ce jeu-là qui est peut-être pas très très connu. Voilà, Van Helsing qui est sorti un certain nombre d'années. Toi, tu y as joué En fait, t'y as j'ai un joué, petit peu. ouais, du coup, depuis FAQ, je me suis quand même renseigné, il ne faut pas mourir idiot, et j'ai acquis la version Van Helsing Remastered, Oui. et c'est pas mal, Ouais. c'est pas mal. Je n'ai pas énormément joué, mais il y a des bonnes idées, il y a des bonnes hordes de monstres, il y a des noms de classes absolument... Enfin, ils essayent de faire quelque chose d'un peu différent dans cette ambiance gothique, pays d'Europe de l'Est inconnu. Et donc tu vas avoir des vieux concepts alchimiques, le phlogiston, tu vois, qui va faire partie des classes, mais aussi bien des arts élémentaires, bien sûr, ou du combat au corps à corps. La petite, donc tu incarnes la progéniture de Van Helsing qui reprend le manteau de papa pour aller accomplir des missions et chasser des monstres. Et puis, tu as cette petite différence qui est que tu as avec toi le fantôme, donc affilié à la maison Van Helsing, qui t'aide et qui va servir de compagnon, un petit peu comme dans les compagnons de Star Wars The Old Republic, si vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on va pouvoir customiser ce fantôme pour faire tank si on est à distance, ou alors support si on est au corps à corps, et donc avoir une expérience de jeu un petit peu ajustée, quoi. D'accord, donc voilà, Van Helsing fait partie de ces jeux, oui, qui sont visiblement assez agréables au demeurant et assez Non, c'est intéressants. vraiment. Mais en tous les cas, si on devait citer les les vrais gros acteurs actuels du marché, c'est ce qu'on a dit, je pense. Dites-moi si Path vous of en voyez Exile, d'autres. non, fait partie. Diablo 3, Diablo 3, a évidemment. atteint avec à la fois son extension et les patchs subséquents et le gros travail de Blizzard. Diablo 3 a atteint le niveau légendaire Diablo 2 Lord of Destruction. Mais Diablo 2 aussi, si tu te souviens, le premier Diablo 2, c'était pas super. Ah non, bien sûr, c'est pour ça que pour moi, il faut une parler extension, de Lord des of Destruction, patchs. ouais, bien sûr. Ouais. C'est Lord of Destruction qui a donné son statut, le statut que Diablo 2 a actuel. C'est ce qui fait qu'on y joue encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, mais c'est bon, Diablo 3... je suis moins convaincu. Mais bon, on va en parler là justement, on va en parler un peu. Donc voilà, en s'appuyant sur Paths of Exile, Diablo 3, éventuellement Grim Dawn et Marvel Heroes qui sont intéressants aussi. Marvel Heroes, je rappelle, c'est un jeu qui est donc avec les personnages de l'univers Marvel. Donc voilà, on va avoir Doctor Strange, des X-Men, Iron Man. Et ça a été créé, alors il a quitté la boîte depuis, mais ça a été créé par David Brevik, donc qui était designer sur Diablo 2. Et c'est difficile de l'expliquer, mais quand on se met à Marvel Heroes et qu'on a bien connu Diablo 2, on se sent tout de suite à la maison. Mais à un point qu'on n'imaginait pas forcément. Hein. Oui. Mais je vais me mettre des points dans tel arbre, on reconnaît vraiment les gimmicks entre guillemets de Diablo 2. C'est fou. Et donc voilà, on va s'appuyer un peu sur ces différents jeux pour essayer de parler du genre de manière un peu plus générale. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce genre marche? Pourquoi on peut apprécier ce genre? Pourquoi on peut ne pas l'apprécier? Tout ça, quels sont les gros enjeux pour chaque jeu de ce genre? Déjà, est-ce que vous deux, on a beaucoup parlé avec Seb là depuis le début, vous deux, vous avez touché un petit peu au genre ou pas? Toi, Mehdi, je sais que tu as pas mal joué à Diablo 3. Ah, et même à d'autres, hein. Je suis un enfant du jeu vidéo. T'es un enfant du jeu vidéo aussi. Donc, mais oui, bien sûr, l'expérience récente de hack and slash que j'ai eue, c'était sur Diablo 3. Diablo 3, ouais. Et je me connecte encore, ça m'arrive de me reconnecter, mais bon, j'ai plein d'autres jeux à faire, donc c'est pas forcément évident. C'est très chronophage. Effectivement, j'ai eu, c'est maintenant qu'on peut en parler de cette expérience avec les Russes ou... Vas-y, parle-en. Mais disons que mon plaisir, il a été un petit peu spoilé par voilà, j'ai pris des niveaux très vite. J'ai eu l'erreur. Bon, voilà, j'ai fait l'erreur de jouer avec des Russes un jour. Je savais pas qu'ils étaient Russes à la toute base, mais les mecs, bon, c'est vrai qu'ils avaient une fréquence d'attaque. Stigmatiser une population entière, mais non, mais disons que sur PS4, quand tu décides de jouer avec des gens où tu es en mode libre, en mode aventure libre, tout le monde peut venir te rejoindre et toi tu peux rejoindre des parties. Très honnêtement, toutes les sessions que j'ai faites alors que j'étais tout seul, au bout d'un moment, je suis tombé sur des gens qui avaient des items cheatés ou un niveau de parangon genre 2000. Enfin, tu vois. Donc le truc, il n'a pas de sens. C'est ça, c'est quand on dit. Et ça te gâche un petit peu le truc. C'est au qu'en final. fait, oui, c'est du hack. Enfin, pas du hack, pardon, du. Oui, si, du hack, cheat en tout cas. Du cheat, oui, voilà, qui fait que des objets sont modifiés et ont des caractéristiques qui n'existent pas normalement et qui les rendent complètement. Si bien que quand tu fais par exemple une faille, enfin j'ai fait des failles 140 quoi, tu vois, donc ça veut plus rien dire. Au bout d'un moment, à l'issue desquelles les boss de faille ils gerbaient littéralement des légendaires. Donc tu vois qui étaient pour de de vrai. toute façon bien plus nuls que ceux que tu avais déjà vu que. Oui, enfin ça dépend. Oui, que ceux que j'avais de russes. Oui. Non, j'ai pas d'armes russes. Je me contente. Non. Ah, tu les suivais? Oui, j'étais là. Putain, il lance une faille 140. C'est pire que tout. Mais J'avais pas moi le j'ai temps de rien les fait. suivre, mais tu prends l'expérience du coup. Ben justement, je voyais mes niveaux de un peu sale. mes niveaux de parangon qui augmentaient, mais non, mais c'est un feeling très particulier. C'est ce que tu dis, c'est que ça t'a un peu fait arrêter l'expérience et ça touche à un point intéressant. Oui. C'est qu'on parlait du loot et de la prise du gain de puissance. Et ça, c'est un des enjeux les plus importants pour chaque hack and slash. Voilà, Diablo 3 est très intéressant ça a à ce gâché niveau-là. ton expérience donc. Ouais. Et C'est- alors, voilà, ce parce que loot- sur PC, Vas-y. contrairement à la version console, tu n'as pas tout est verrouillé. Parce qu'il y avait eu aussi une expérience malheureuse avec le lancement de Diablo 3. Il y avait un hôtel des ventes avec alors il y en avait deux en fait. Il y avait l'hôtel des ventes en C'est- in-game avec de l'or. C'est même pas l'argent Et réel puis qui l'argent posait réel. problème. Mais le fait que tu puisses effectivement négocier ton gain de puissance, casser le jeu complètement. Oui, mais alors là, c'est qu'il y a déjà, en fait, c'est que on touche, oui, voilà, au fait que le loot, enfin, le gain de puissance, tout ce qui peut t'apporter du gain de puissance, c'est-à-dire soit de l'expérience, soit de l'équipement, c'est les deux principales manières dont tu gagnes de la puissance dans un hack and slash. Il faut que le jeu te les diffuse de la bonne manière, c'est-à-dire pas assez, c'est embêtant. C'est le cas donc que tu abordes avec Diablo 3, le premier Diablo 3. C'est vrai que du coup les légendaires intéressants, enfin le tout début, la toute première version du jeu, c'était dur. C'était un cauchemar, tout le monde. Mais l'équilibrage était un petit peu aussi difficile avec le mode Armageddon, là, Inferno. Oui. Mais c'est des jeux qui évoluent beaucoup. Hein. Il faut. Bien sûr. Mais tu vois, donc il faut la bonne forme. donner assez de loot, mais pas trop. Si t'en donnes trop,
ça devient. Mais là, il faut un petit c'était peu même lutter pas en pour donner obtenir trop. ces choses. En donner trop, un hôtel des ventes, ça voulait dire que j'allais faire mes courses et puis Oui. bon, c'est bon. L'hôtel C'est fini. des- ouais, Et une fois que j'ai payé, que ce soit en or ou en euros, Ouais. c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On en parlait un petit peu avant, mais pour moi, l'hôtel des ventes du premier Diablo 3, c'est un cas terrible de jeu qui se comprend pas lui-même, qui fait un truc qui va à l'encontre de tous ses principes. En fait. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? C'était en réaction au site au de vente commerce sur Diablo alternatif de Diablo 2. Effectivement, les joueurs qui pouvaient se trader, donc commercer les objets, faire du troc dans Diablo 2, donc avaient créé une économie parallèle à base de pierres de Jordanie, de SOJ, donc Stone of Jordan, qui était un des objets les plus rares du jeu, et ça se négociait sur des sites tiers qui étaient susceptibles de pas forcément des sites de confiance en fait. Il y avait des problèmes, il y avait des comptes hackés, il y avait toutes sortes d'histoires. Et puis c'était un commerce parallèle qui n'était pas du tout contrôlé par Blizzard, donc ils se sont dit pour le 3, d'une part on va donner un environnement sûr et sécurisé aux joueurs pour le faire, donc un hôtel des ventes dans le jeu avec de l'or. Et d'autre part, c'est vrai que si on peut se faire des petites marges sur un truc en argent réel, ça va maintenir le jeu sur la durée, puisqu'on n'a pas d'abonnement. C'était pas forcément mal comme décision. Par contre, ça a été catastrophique. Ça me gênait dans le principe. Ça me gênait de savoir que quelqu'un on va dire, de relativement aisé pouvait avoir un équipement Le truc, c'est que assez élevé sans Ça se faisait dans forcément Diablo faire- 2, de facto, Ouais, mais tu vois. pour moi, c'est pas une raison Oui, mais de ça, l'inclure tu dans vois, là, le jeu de c'est base. inclure vraiment la monnaie réelle, l'argent réel. Mais pour moi, c'est même pas le problème. C'est un hôtel des ventes dans un hack and slash, c'est aberrant, je trouve. C'est que le hack and slash, tu veux que, enfin, l'objet que tu veux, il faut qu'il vienne d'un monstre. Il faut qu'il soit là quand tu joues au jeu, comme il est prévu pour être joué, T'en es pas c'est-à-dire fait pour l'obtenir, en hackant et sinon, slashant. Vraiment, c'est là où tu prends le plus de plaisir. Parce que ça devient, sinon tu vas farmer de l'or. Ouais. C'est ce qui se passait dans Diablo 3, c'était tu faisais des runs à la con, entre guillemets, sans espoir de dropper quoi que ce soit de bien, parce que les taux de drop étaient complètement foutus, pour favoriser cet hôtel des ventes justement. Et bon, t'amassais tant dessous et après t'allais t'acheter ton arme. C'est pas de là que vient la plupart du plaisir d'un hack and slash. Le plaisir du hack and slash, c'est de te dire je vais taper ce monstre-là. Potentiellement derrière, il y a cet objet unique que j'attends depuis des heures et des heures. En toute rigueur, en termes de temps, c'est la même. Tu vois, tu passes du temps soit à farmer de l'or, soit Mais pas à faire la même chose. Ouais. Ouais, à tuer des monstres. Le plaisir, c'est pas le même but. plaisir de la machine à sous, qui est central à l'obtention de butin, c'est-à-dire même ce petit gobelin là, le monstre niveau 1 dehors, tu sais pas. Mais peut-être que sur lui, dans sa petite besace, T'as un il a pourcentage. T'as un l'épée pourcentage. ultime. C'est le principe de la loterie. Enfin, toi, c'est pour ça que la Française des Jeux, ils sont bien. C'est ça. Quand tu as un équilibrage du loot correct, entre guillemets, tu sais, comme disait Seb, que en fait, tu lances une machine à sous à chaque fois que tu tues un monstre. Ouais. Quand c'est via un hôtel des ventes et que le taux de drop est tellement bas que tu sais que tu lances pas une machine à sous, c'est tu vas bosser pendant tant d'heures pour pouvoir aller c'est t'acheter triste, ouais, après bien ton sûr, truc. bien sûr, ouais. Ça ressemble plus à du MMO, à certaines mécaniques de farm du MMO où là il y a des hôtels des ventes et c'est quelque chose de plus accepté dans les le MMO. alors, T'as un peu des deux en fait parce qu'il y a aussi des. un peu des deux. Le MMO, c'est un petit peu le cousin, mais assez éloigné du hack and slash, dans le sens où dans un MMO, tu vas avoir du butin aléatoire, mais la plupart des trucs vraiment intéressants vont tomber sur des monstres spécifiques. Mais de toute façon, le MMO est vraiment différent dans le sens où c'est conçu pour être joué là à plusieurs, mais en social. Pas juste des personnes qui tuent des monstres chacun de son côté, mais ensemble, mais qui doivent fonctionner en équipe pour tuer les monstres. C'est-à-dire que déjà, les conceptions des classes de personnages vont être différentes, avec des classes de soins, même s'il y a eu des efforts pour briser ça dans les MMO récents. Et d'autre part, les affrontements vont être forcément plus longs, parce que demandant une certaine organisation. Coordination. Et tu as des mécanismes, donc ce mécanisme de jeu en équipe va être tellement différent. Tu as ça quand même un petit peu dans Diablo 3 récemment, où tu as des classes qui vont sacrifier leurs dégâts pour jouer complètement régène de vie pour le groupe, booster les dégâts, support en fait. On a des équivalents Mais aussi dans Pass of Exile et Grim Dawn de ce genre de classe. Très bien. Mais on n'est pas encore dans le MMO où on va les c'est ça. soins, les enchanteurs, les machins, les trucs, les tanks, on les positionne. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de positionnement extrêmement poussé dans les hack and slash. Il y en a un petit peu. Effectivement, Il faut ouais, éviter, c'est le plafond va s'effondrer à tel endroit, il faut s'écarter quand même. Ou ne serait-ce que je vais pas me retrouver au milieu d'un pack si j'ai un build à distance, etc. Bon, c'est ce genre de positionnement. Mais
on a des souffles de feu qu'il faut éviter, mais comme on est en vue généralement de dessus, contrairement à un MMO qui se joue normalement en première personne, même s'il y en a, je sais, sur les nouveaux coréens où tout se joue sur le positionnement, n'est-ce pas? Dans les MMO classiques, on doit le positionnement du groupe dans son ensemble, du groupe de raid, va être quand même prépondérant. Ouais, primordial. Donc on a une partie des mécanismes, mais c'est quand même différent. Oui, effectivement. Mais donc voilà, on parlait avant de cet équilibre de loot. Diablo 3 était ce jeu qui n'en donnait pas assez. Pour moi, actuellement, alors c'est sujet à débat, pour moi, actuellement, Diablo 3, depuis Reaper of Souls, est ce jeu qui en donne trop. Je trouve, parce que donc en réaction à ce hôtel des ventes, tout ça, Blizzard a complètement fait l'inverse. Ils ont verrouillé. On ne peut plus trader directement. On peut trader, échanger des objets, s'échanger des objets entre n'importe quel joueur. On peut le faire entre membres de la même équipe et encore uniquement, je crois, c'est 2 heures après que l'objet. Il faut qu'on ait été en groupe à ce moment-là quand l'objet est tombé. Ouais. Et il y a une limite de 2 heures. Voilà. Et du coup, après, comme c'est vraiment l'exemple du jeu Always Online, d'ailleurs avec ces fameuses erreurs 37 la semaine du lancement, mais voilà, maintenant ça marche pas trop mal, et ben du coup, tout est bien verrouillé, contrairement aux versions console, où tu retrouves effectivement ces hacks. Mais alors, les hacks, t'en avais dans Diablo 2, t'en avais dans Diablo 1 aussi, et dans Diablo 1, c'était spécial parce que t'avais du Friendly Fire, par défaut, et un espèce de PVP qui était toujours actif. Et dans Diablo 1, c'était particulièrement fourbe parce que quand tu mourais, tu lâchais ton inventaire autour de toi. Pour revenir à cette histoire de loot, je trouve que Diablo 3 en donne un peu trop maintenant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est poussé vers le solo, moins côté social, moins il n'y a pas de canal de trade où chacun va s'échanger des objets. Donc le jeu tient pour son équipement. Voilà, c'est sûr. mais le jeu tient à ce que tu aies régulièrement des uniques. Il y a ce phénomène de ce qu'on appelle souvent le loot porn, ce qu'on peut appeler ça, c'est-à-dire que t'as un unique qui tombe, ça fait une colonne de lumière. Kink, voilà, tu sais pas tout de suite ce que c'est. Tu vois après les affixes, tout ça, tu vois, bon, il y a tout un plaisir de la découverte des nouveaux objets. Bien sûr, avec cette mécanique qui sert en toute rigueur à rien d'identification. Bon, tu pourrais nous mettre directement le truc, mais non, en fait, il y a le kiff de. C'est ça. La deuxième loterie, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il est bien roulé? Ouais. C'est ça. Et donc là, Blizzard tient absolument à ce que, en tant que joueur, tu aies toujours que ça t'arrive très régulièrement. Quand tu termines un boss de faille, t'as quand même ça gerbe, quand même quand c'est une faille 45-50, ça gerbe. Et encore là, tu parles de contenu à haut niveau, hein, les failles. Mais déjà avant, dans l'aventure principale. Bien sûr, mais là, je parle que de endgame. Pour référence, aujourd'hui, on en est à faille 108. 108 Ouais. J'ai fait legit sur PC. Mais tu peux en obtenir à travers les pierres de sang. Là, je parle sur console, j'ai pas touché, ça se trouve. Mais les pierres de sang, tu peux en obtenir. Enfin, t'as plein de manières quand il y a des Némésis qui viennent. En général, tu peux débloquer des cadeaux pour tes potes qui sont, si je dis pas de bêtises, systématiquement des légendaires ou des pièces de 7. Donc, t'as beaucoup de moyens, mais du coup. Des oranges, alors ils ont rajouté du coup derrière ça légendaires anciens, donc c'est les mêmes mais beaucoup mieux roulés. Potentiellement un peu mieux. Et donc même pièces de set anciens aussi, t'as ça, enfin vraiment truc. Mais au final, tu te retrouves avec ton coffre et tout, mais j'ai que des légendaires. Mais c'est des légendaires normalement. Ça n'a plus vraiment de valeur. En fait, tu mets le doigt sur le problème du genre qui se suicide assez vite en fait au niveau intérêt gameplay. Alors effectivement, quand on a terminé le scénario, c'est pas du tout la fin du jeu. Par contre, on peut terminer un personnage, c'est-à-dire avoir en tête ce qu'on veut que le personnage devienne, qui fonctionne d'une certaine manière au niveau gameplay, qui soit le plus fort possible, qui puisse être avec une spécialisation particulière, et aller obtenir toutes les pièces d'armure et d'équipement qu'il faut pour que ça marche. Et ensuite, on fait quoi? Généralement, on va essayer de faire un autre personnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Diablo 2 avait inclus le phénomène des saisons, qui est que au bout de quelques mois, on recommence tous à zéro dans un nouveau monde et on va devoir se recréer des persos. En partant de zéro. Et c'est un petit peu ironique en fait que donc c'est un concept que Diablo 3 a mis à contribution, voilà, et ça marche bien, faut reconnaître. Une nouvelle saison, il y a des nouveaux équilibrages, on part avec, ça va être subtilement différent, on va tout reconstruire, mais ça veut dire que pour tout reconstruire, il faut mettre de côté forcément tout ce qu'on avait construit avant. En sachant que c'est généralement pas supprimé purement et simplement, ça va juste dans
ce monde, le monde normal, si tu veux, où tout réatterrit à terme. Voilà. Tu avais aussi, juste pour te parler de l'intérêt, une fois que tu as ton personnage et tu as l'impression d'avoir un build carré, pour un petit peu renouveler l'intérêt, ils ont fait dans une de leurs dernières mises à jour sur Diablo 3, ils t'ont rajouté le cube de canaille, qui du coup te permet d'envisager un tout autre build. Typiquement, je jouais mage, j'étais en oiseau de feu, bon. Voilà, Tout un chacun. ou des fois je mettais période. vite fait avec les météores en tas de rachat, mais autrement en oiseau de feu, bon bah c'est là où c'était le mieux. Mais voilà, avec le cube de canaille, ça change, ça peut changer beaucoup de choses et donc renouveler un certain intérêt. Et ça, là, on touche à la liberté de build, la liberté de création de perso, qui est peut-être le deuxième plus gros point important pour un hack and slash. Et ça nous permettra de parler un petit peu des autres aussi, parce que là, on est en train de refaire un extra live Diablo 3. Tu vois, Marvel Heroes, ils ont l'approche inverse, il n'y a pas de saison. Par contre, tu termines pas un perso. Ouais. En fait, Mais tu as par tellement exemple, de contenu, de synergie à débloquer en allant maximiser d'autres persos, de points oméga qui sont... Enfin, c'est long à obtenir. Oui. Sur Marvel Tu pars Heroes, sur des années. À la fois, tu ne termines jamais un perso, et c'est aussi que tu as beaucoup plus de persos. Tu as énormément de persos dans Marvel Heroes. Alors, c'est pas chacun. Tu peux les regrouper dans des groupes qui pourraient ressembler à des classes, mais chacun se joue quand même différemment. Et on parle de plusieurs dizaines de persos en comparaison à généralement 4, 5, 6 classes maximum des autres jeux du genre. On n'a pas beaucoup parlé de Path of Exile, mais tu parlais de construction de perso. Autant en termes de loot, je trouve que Path of Exile ne donne peut-être pas assez, lui, d'objets. Encore, c'est Path of Exile. C'est le jeu où tu pars à l'aventure et tu sais que tu vas en baver. Ouais, c'est assez dur, mais c'est surtout parce qu'en fait, le développeur. C'est bien en même temps. C'est très bien, moi je suis un fan inconditionnel de ce jeu, mais c'est surtout très dur parce que le développeur Grindr Games, à chaque fois qu'il sort, je sais pas comment ça se fait, ça fait maintenant, je sais pas, ça va faire 5 ans bientôt, non pardon, 4 ans que le jeu, 3-4 ans que le jeu est sorti, et à chaque nouvelle mise à jour, le nouveau contenu est beaucoup trop dur. Il est même beaucoup trop dur, mais de loin, tout le monde se fait éclater. Et après, 2 jours, 3 jours après, Grindr Games arrive et dit oui, bon, on a nerfé ça. Désolé. C'est vrai que c'était pas C'est vu une approche, tu vois. Ils préfèrent partir trop C'est dur. une manière de te rappeler le respect aussi. Oui, c'est ça. Mais donc c'est pour ça qu'il a une réputation d'être assez dur, mais en réalité, il ne l'est pas tant que ça, si ce n'est qu'en fait, c'est un de ces hack and slash actuels là qui utilise le plus des mécaniques de one shot. Tu peux mourir vraiment en un coup contre plein d'ennemis sans le savoir. Alors c'est rarement un ennemi qui arrive et qui te met un coup et tu meurs d'un coup, mais ça va être des ennemis qui ont des affixes justement, des trucs comme ça un peu particuliers. Tu peux mourir, on le voit régulièrement sur Twitch, des gens qui jouent en hardcore et qui perdent un perso de plusieurs centaines d'heures sans avoir compris plutôt bien. Qui réagissent plutôt bien parce que c'est leur quotidien. mais ça c'est vrai que ça donne au jeu un côté assez hardcore. D'autant plus quand tu joues justement en mode hardcore. Moi j'avais envisagé l'espace de 10 secondes à jouer à Path of Exile, puis je suis tombé sur la page de l'Arbre des Talents. J'ai fait OK et j'ai fermé la porte. En fait, tu as 2 types de réactions quand tu vois cette page. Soit tu as peur, soit... C'est ça. Mais donc, c'est l'inverse de Diablo 3. Diablo 3 a un système de création de personnages assez fermé où tu as un nombre défini de skills sur lesquels tu peux un peu influer, mais Tu ne mets pas tes points en intelligence ou en force, c'est automatique suivant ta classe. Jusqu'au système Parangon, où là c'est un peu plus libre. Mais Path of Exile, par contre, justement, tu fais ce que tu veux. Le jeu te pousse à faire ce que tu veux. Au niveau des skills, tu peux rechanger autant que tu veux ta spécialisation dans Diablo 3. Dans Diablo 3, ouais. C'était pas le cas dans Diablo 2, non? Dans Tu Diablo pouvais 2, te non, c'était pas tromper le et genre te rendre compte, genre ton premier perso te tromper et tu peux rien Il faire. te donne quelques chances de le faire différemment. Mais comme ça vient du monde du roguelike qui était un petit peu punitif, un petit peu dur, c'est tu vas faire un perso de tel type et voilà, c'est ton choix et il sera comme ça. Et ça veut dire aussi que si tu voulais garder tes points pour les mettre dans des skills qui faisaient peut-être plus mal à la fin et tout derrière, tu allais en baver un peu plus au début. Mine de rien, c'était assez dire non, j'économise parce que mon météore après il va être énorme et voilà. Mais c'est pour ça que moi je trouve ça un petit peu cette accessibilité de Diablo 3 du genre hack and slash à travers Diablo 3. Moi je la trouve appréciable, typiquement ne serait-ce pour ces histoires de build où tu peux changer, même si tu as une classe, tu peux vraiment changer de manière de jouer mais totale et sans que ça te coûte rien du tout. Parce que je crois que dans Path of Exile tu dois payer quand même des choses. Dans Path of Exile, tu peux le faire, mais c'est
c'est très cher à l'échelle du jeu. Ouais. Et à partir d'un certain nombre de points alloués, tu peux considérer que non, c'est même plus la peine d'envisager de le faire. Voilà, là tu peux vraiment switcher. On parlait au bout d'un moment, le jeu suicide, au bout d'un moment, t'es en endgame, truc. Au final, quand tu regardes quand même le nombre d'heures pour les joueurs de Diablo qui ont suivi un petit peu toute l'étape, d'abord Diablo, après Reaper of Soul la succession de mises à jour avec du gros contenu, ça représente quand même un nombre d'heures assez flippant. Même moi qui suis un petit peu là, du coup fatigué, tu vois, je vois plus d'intérêt j'ai le truc le pourpoint de cendre, j'ai plus rien à faire dans Diablo. Si tu regardes le nombre d'heures que j'ai passé dessus, c'est a priori t'es content. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un genre Ça m'a extrêmement... occupé longtemps, ça m'a diverti longtemps. Ce qu'il y a, c'est que c'est des approches différentes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé c'est pas inconditionnel. Tu as les deux qui existent. On a même vu donc un nouveau patch pour Diablo 2 poindre le bout de son nez pour rendre le jeu toujours un peu compatible avec les nouveaux OS. OS. Et c'est très récemment, enfin que les gens s'en rendent compte, c'était la semaine dernière. Il y a quelques jours. La semaine dernière. Donc, déjà bravo à Blizzard qui soutient ces jeux pour que ça reste jouable pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu peux toujours jouer à Diablo 2 aujourd'hui si tu en as envie. Et tu vois, Diablo 3 a ses spécificités, Diablo 2 a ses spécificités. Tous les autres jeux dont on parlait ont chacun leurs points forts, points faibles, leurs affinités. Le problème, effectivement, c'est le 800-600, ça commence à être dur au niveau résolution en bitmap, mais à partir du moment où les jeux ont fait le passage à la 3D, on peut admettre qu'on puisse les apprécier encore de nombreuses années à l'avenir. C'est une reliabilité potentiellement infinie, effectivement. Alors après, on passe en VR, tu vois, avec les casques et tout. Là, ce sera peut-être autre chose. Ce sera encore autre chose. Pour le principe de refaire des persos, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi qu'on retrouve dans quasiment tous les hack and slash, c'est le principe de coffre, qui est commun à tous tes personnages. C'est-à-dire que tu vas recommencer un personnage à zéro, mais en fait, tu vas progresser de manière beaucoup plus rapide, puisque les objets qu'aura récolté ton précédent perso pourront être utilisés par le nouveau. Et ça, c'est aussi indispensable à beaucoup de... C'est un truc que j'ai vu dans World of Warcraft, ça. Donc, encore une fois, une mécanique qui est utilisée dans... C'est pas si récent que ça. Par exemple, c'était pas le cas dans Diablo 2. C'était pas le cas dans Diablo 2. Ouais. Enfin, je veux dire, sans utiliser de petits programmes comme les plugway, faits par un Français d'ailleurs, qui te permettaient de partager ton coffre entre tes persos. Et ça, c'était uniquement, bien sûr, pour le mode offline, parce que quand tu étais sur Battle.net Online, c'était verrouillé. Oui, d'accord. Mais non, le seul moyen dans Diablo 2 de faire passer des objets, c'était de passer par un ami, un tiers de confiance. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a eu des problèmes d'amitié, je crois. Évidemment. Mais donc maintenant, oui, c'est vrai que tu peux, la plupart des jeux laisse un coffre dans lequel, en fait, ce coffre est commun à tous tes personnages. Oui, parce que ça n'a pas de sens quand tu compliques artificiellement la vie du joueur, au bout d'un moment, peut-être que l'évolution dans le jeu vidéo, on va peut-être passer outre ces barrières artificielles pour se concentrer sur les choses vraiment intéressantes. C'est ça, de lui faciliter un peu la vie quand c'est possible. C'est Torchlight le premier qui permettait de partager le coffre, donc fait par les anciens de Diablo 1 et 2, donc ça avait un sens. Oui, effectivement. Alors on est déjà très très en retard parce qu'on a beaucoup parlé de Diablo 3, donc c'est presque on pourrait appeler ça Diablo 3 les jeux majeurs et qui ont la plus grande portée, donc forcément. C'est vrai, oui, bien sûr, c'est évidemment le plus important. Et donc le fait que ce soit le plus important fait que tout le monde y a joué, tout le monde, y compris chez les développeurs, et fait que ce genre se dilue beaucoup. Donc on va aborder ça un peu rapidement, mais tu en parlais un peu tout à l'heure, toi, avec The Division. Bien sûr, The Division, c'est le principe de loot. On utilise exactement. Exactement, c'est-à-dire avec le code couleur. Les affixes, qui sont en jaune, orange. Oui, c'est vraiment. Voilà, je crois même qu'il y a un coffre. Alors, je me suis pas fait un deuxième personnage, mais il faudrait que je vérifie si tu peux pas échanger des items dans ton coffre, dans la mesure où les items, ils ont un certain niveau, et si c'est au-dessus de ton personnage, tu peux pas les équiper, tu peux les équiper que. Voilà, mais c'est ça, principe de loot, de drop. Certains, Thierry Falco, il y a quelques années, jouait beaucoup à Diablo 3. La caméra n'était pas sur moi parce que je faisais un regard. Tu faisais un regard. Je ne pense pas que ce soit lié. Je pense que justement tout le monde joue à Diablo 3 et je pense qu'on reverra. En fait, du coup, c'est la pop culture aujourd'hui. C'est ça. Et on verra. Et vu que cette mécanique de loot est hautement gratifiante pour le joueur, c'est ce que tu disais, c'est cette machine à sous que tu relances tout le temps. Tiens, regarde, on te donne des bonbons tout le temps. Je trouve qu'il n'y a aucune curiosité au fait qu'on voit ça débarquer un peu. Du coup, le futur du genre, c'est juste mieux fait, mais la même chose. Pour moi, le futur du genre, c'est un peu la même question qui s'est posée avec le RPG il y a quelques temps. C'est que le genre lui-même, il trouve très vite ses limites. Enfin, il a des règles très précises et
Dès que tu vas t'en éloigner un peu, tu vas sortir du genre. Et donc, oui, tu fais la même chose en mieux. Mais à côté de ça, le genre, ce qu'il fait, c'est qu'il se développe partout, comme tu as du RPG partout maintenant. Tu as du RPG dans FIFA, dans ce que tu veux, qui utilise des Il y a mécaniques. des drops dans FIFA? Non, pas. Mais presque, tu as des systèmes de jeux de cartes maintenant dans les FIFA qui ont plus ou moins de rareté, qui représentent des joueurs. Et ces systèmes-là sont amenés pour moi, à se diluer dans tout le jeu vidéo parce que c'est des systèmes qui fonctionnent et qui servent bien à augmenter une durée de vie. Tout en laissant le jeu. D'une certaine manière, un plaisir aussi. Un parce plaisir que de jeu, voilà. Le loot, typiquement, ça te stimule, c'est ton hypothalamus. Enfin, ça stimule quelque chose, c'est ton ça stimule quelque chose dans ta tête. Bien sûr. T'as gagné quelque chose, t'as un bruit, ça fait cling, t'es content. Ça, c'est une mécanique, évidemment, que tu vas retrouver. C'est-à-dire comme les RPG maintenant, enfin, tu sais, je me souviens d'un temps, Mehdi, où avant, ton perso, il n'avait pas forcément des stats. Oui. Dans les jeux. Ouais, bien sûr. Maintenant, bon, normalement, tu as des stats, bien sûr, tu montes de Tu as niveau. des stats et parfois on t'en met encore plus Oui, que ça, ce qu'il des faudrait stats, pour que qui servent à rien, voilà. Mais bon, là, on est déjà très en retard et il s'agit pour moi de retourner sur Path of Exile parce qu'il faut que je fasse monter un petit peu mon personnage. Enfin, je vous expliquerai. C'est très compliqué tout ça. Merci Seb d'être venu. Pour avoir parlé un petit peu de hack and slash, merci à vous d'être là comme d'habitude. Et merci, comme d'habitude également, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel hebdo JV aux affixes aléatoires.